voit le lien finalement entre ces signes sociaux, ces signes non sociaux, ces signes comportementaux de l'autisme, ou bien est-ce qu'on doit continuer d'avoir cette approche dimensionnelle qui considère que l'autisme, c'est cette espèce d'excès de caractéristiques qu'on peut partager dans la population générale, et il y a des gens qui vont même plus loin, qui ont publié récemment dans une grande revue de psychiatrie internationale, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas considérer qu'il y a un spectre des troubles du neurodéveloppement dans lequel on trouve toutes les difficultés neurodéveloppementales, y compris l'autisme. Il y a quelque chose qui fait débat. Hein, la plupart tous les troubles du neurodéveloppement sont définis essentiellement de façon déficitaire, c'est des difficultés dans le fonctionnement des personnes. Dans l'autisme, il y a quelque chose probablement un peu différent. Il y a clairement des déficits, mais il y a aussi des particularités, des compétences, parfois dans certains domaines, des modalités de fonctionnement qui sont tout à fait uniques. Donc pour moi, il y a deux enjeux actuels sur la question du diagnostic, puisque c'est le sujet de l'exposé. C'est qu'il y a quand même un enjeu d'essayer de comprendre, de définir de façon plus objective, de façon plus précise, avec des critères positifs, c'est-à-dire pas uniquement en termes de déficit. Par exemple, dans le DSM, il est écrit des difficultés à établir et à maintenir des relations sociales. Typiquement, c'est un critère clinique qui est extrêmement flou, qui est extrêmement variable et qui n'est pas du tout spécifique. Or, il y a des choses qui sont beaucoup plus typiques dans l'outil. Peut-être qu'on n'utilise pas les bons outils, peut-être qu'on n'utilise pas les bons critères, peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit. Vous savez bien, il y a des choses qui sont tout à fait originales. Je peux les citer, hein, par exemple, certaines qualités de stéréotypie qui sont uniques, la marche sur la pointe des pieds, certaines qualités d'écolalie avec cette espèce de répondre à la question en reposant la question, l'inversion pronominale, ce sont des comportements d'alignement ou des comportements d'exploration visuelle de l'objet tridimensionnel, de regards latéraux. Il y a le hand leading, le fait de prendre la main du parent pour la poser sur les objets. Ça, c'est des choses qu'on voit pratiquement dans l'autisme. Quand en consultation, on observe ce genre de choses, on a assez rapidement une conviction qui peut être faite. Donc il y a un vrai enjeu de clarifier les choses. Je pense que c'est pas anodin, mais en même temps, oui, alors sur les outils, j'ai pris cette étude on ne voit pas bien, mais je vais vous la décrire. C'est une étude qui a comparé le score à la DOS, cet outil dont j'ai parlé, avec le diagnostic final de l'autisme. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de faux positifs, notamment dans les modules qu'on utilise pour les enfants qui sont les plus performants, qui ont le plus de langage. On peut avoir jusqu'à 30-35% de diagnostics positifs. Et les auteurs qui ont écrit, les instruments sont bons pour récolter de l'information, mais les scores sont dangereux. Et ça, c'est un vrai problème auquel on est confronté actuellement, à cause, probablement, des longues listes d'attente. Il y a beaucoup de gens qui font des diagnostics en ville, chez des psychologues, des neuropsychologues, qui utilisent ces outils, et on est confronté à beaucoup de personnes qui arrivent avec des tests, avec des ADOS positifs, en disant, voilà, moi j'ai un ADOS positif, je voudrais que vous confirmiez mon diagnostic positif. Donc, si on voit les choses uniquement avec ces outils-là, c'est potentiellement une source d'erreur. Toutes ces caractéristiques autistiques sociales, elles ne sont pas très sensibles, et c'est pas moi qui... Elles sont pas très spécifiques. C'est Cathy Lord et Summer Bishop qui sont deux grandes dames de la recherche dans l'autisme. Et attention, il faut être clair, les signes, comme dans l'autisme, ne sont pas toujours associés à l'autisme. Et en même temps, il y a un enjeu d'arriver à penser à un système qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Il y a une série de questions qui restent posées sur les diagnostics différentiels. Mais qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce qu'il a, mon enfant, si c'est pas que l'autisme? Comment est-ce qu'on nomme les difficultés qu'il a? Et est-ce qu'on va aussi m'aider? Je pense que c'est une vraie question qui est légitime. Comment est-ce qu'on peut penser le lien entre ces présentations typiques d'autisme et des formes plus complexes? Il y a très clairement une surreprésentation des difficultés associées, ce qu'on appelle parfois les comorbidités dans l'autisme. Il y a beaucoup plus de troubles du développement intellectuel, il y a beaucoup plus de troubles du langage, il y a beaucoup plus d'hyperactivité dans l'autisme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le lien entre ces formes-là et les formes complexes, qu'on appelle parfois dans la littérature l'autisme profond? Alors, peut-être une façon de répondre à ces questions de façon très pratique, c'est de garder quand même une approche multidimensionnelle qui est centrée sur les besoins de la personne et de sa famille, ce que nous on appelle parfois, un peu comme le dit le DSM, faire un diagnostic utile. C'est ce qu'on a fait récemment avec les acteurs de l'école ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez que pour bénéficier d'aménagement dans le cadre de l'inclusion scolaire, il faut qu'il y ait un ou plusieurs diagnostics qui soient transmis à l'école. Et bien, ce qu'on a proposé,